Donc merci de vous être déplacé pour une conférence qui me tenait à cœur depuis longtemps sur ce que j'appelle l'Autriche, il ne faut pas que je me trompe, antimaçonnique. Sur je dirais deux hommes qui, pour moi, marquent effectivement cette Autriche donc anti-maçonnique, c'est Karl Lueger. Et donc Karl Lueger, j'ai sorti la première biographie, j'en profite, ouais. Il y a quelques temps, en français. Et Jörg Haider, c'est-à-dire que pour moi, ce sont deux personnes avant-gardistes du monde politique qui m'ont beaucoup fasciné, enfin fasciné surtout Lueger, parce que j'ai découvert une grande ouverture d'esprit chez ces gens-là, une grande réflexion et quelque chose de nouveau dans la manière de faire de la politique. Et ça, c'est essentiel, puisque ce sont des gens qui ont su réellement, que ce soit Lueger, donc, qui est décédé en 1910, ou Haider qui est décédé en 2008, sur lequel on raconte beaucoup de choses, surtout des choses fausses. Ce sont des gens qui ont su effectivement marquer un pays. D'ailleurs pour Lueger, qui a été maire de Vienne de 1897, et on va voir comment, de 1897 à 1910, il est resté à l'heure actuelle le maire le plus populaire de Vienne, un mois après sa mort. Et le plus haï par la classe politique. C'est un gars qui, quand il a pris, donc il a beaucoup dénoncé, l'Autriche a été pendant 4 décennies sous la coupe des politiques libérales, des libéraux. Il a dénoncé effectivement tout ce qui était corruption. Donc déjà, c'est assez mal vu par certaines cliques politiques. Quand vous êtes anti-corruption, déjà vous êtes issu d'un milieu populaire. Et c'est exactement la même chose pour Haider. Issu d'un milieu populaire, dénonçant la mafia des banques, avec des propos extrêmement durs, où il voulait même durcir les peines d'emprisonnement pour les banquiers qui étaient coupables effectivement de fraude. Donc on va découvrir véritablement une Autriche qui est complètement inconnue, avec deux personnes qui ont véritablement, je trouve, très ouvertes. Et voilà. Pour Haider, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il a véritablement relancé. On dit que la moitié de la population ne vote pas en Autriche. Il a relancé effectivement cet intérêt pour la politique, sur des gens qui pouvaient être qui s'intéressaient absolument pas à la politique, ça faisait des années, parce qu'il avait cet amour réellement des gens. Ça sont des propos que j'ai pu recueillir comme ça, soit presque dans un bistrot ou au restaurant, en discutant avec des gens, notamment une personne, je me souviens, qui allait faire de l'alpinisme avec sa femme, passionné par le bouddhisme, donc il allait souvent en Inde, et il me disait je n'ai jamais voté, et je suis venu à la politique parce que Haider m'a vraiment passionné pour la question politique. Et il me racontait même, c'était quelqu'un qui pouvait vous voir avec 2000 personnes comme ça, avoir une discussion avec vous, et 2 ans après il vous reconnaissait, il allait vers vous, quelqu'un de très respectueux, etc. Donc vous voyez que c'est intéressant d'avoir des petits détails comme cela, qui semblent ne pas être très intéressants, mais qui le sont, puisque ce monde politique à l'heure actuelle ne passionne pas, parce que nous avons, mis à part tous les scandales liés effectivement, en termes de corruption, et puis corruption de mœurs, puisque ça c'est ce qui est le plus important, puisque ce que j'appelle la pédophilie ou le pédosatanisme n'est pas le fait du hasard. On va voir qu'avec Lueger, chaque fois que je le présente, je dis bien, il n'était ni sataniste, ni franc-maçon, ni pédophile. Je pense qu'il faut quand même le préciser à l'heure actuelle. Ça en fait une personne tout à fait exceptionnelle,
et je le précise bien, donc qui est resté le plus populaire 100 ans après sa mort des Viennois. D'ailleurs, le maire de Vienne et la clique donc, des corrompus de la politique autrichienne ont enlevé ont débaptisé une rue, la seule donc, rue qui portait son nom en juillet, le 12 juillet 2012. Visiblement, vous voyez, ça gêne énormément. Donc en tout cas, on va découvrir ces deux personnages et on va surtout se rendre compte que Lueger, même si ça fait plus de 100 ans qu'il est décédé, sa manière de voir les choses, les problèmes auxquels il était confronté, la manière dont il faisait de la politique est toujours d'actualité. Les choses n'ont pas changé, quoi. Donc Lueger, déjà, ce qui est intéressant de constater, c'est comme je vous le disais, c'est une personne qui naît anticorruption, qui naît le 24 octobre 1844 dans la banlieue de Vienne. Il y a une chose qui est très marquante chez lui, quand il prend l'investiture de la mairie, alors que l'empereur, sous pression des Rothschild, lui refuse à 4 reprises l'investiture. Première des choses qu'il fait, il réduit de moitié son salaire. Lueger est aussi une personne qui a du diabète. Donc à l'époque, il n'y a pas d'insuline. Et donc il fait des cures, etc. Tout ça, je vais y revenir. Mais ça, c'est pour bien montrer qui il est. On lui propose les soins d'un docteur bavarois, pas très loin, et il refuse parce qu'il dit que ça coûte trop cher à la municipalité de Vienne. Et donc il souffre d'un manque de... Il est quasiment aveugle à cause du diabète. Donc, hein. Et il refuse donc les soins de ce médecin, etc. Donc on va voir après toute la politique sociale qu'il a entreprise. C'est véritablement un grand monsieur. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce talent. Donc Lueger est issu d'une famille de paysans et de tailleurs de pierre. Son père donc décède en 1866 et sa mère doit travailler elle vend du tabac en fait. Elle doit travailler puisque la pension de son mari, enfin du moins ce dont elle jouit, ce n'est pas suffisant, donc elle doit travailler. Son père a été invalide de guerre. Donc à ce titre, Lueger a droit à une inscription dans une grande école de Vienne qui s'appelle le Theresianum, grande école viennoise, qui a été fondée 100 ans avant, dans les années 1770, par Marie-Thérèse. Alors, je ne vais pas trop regarder qui c'est parce que ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas c'était une duchesse d'Autriche. Voilà. Donc en 1870, Lueger obtient son... il a son diplôme de droit, et c'est-à-dire qu'il va être docteur en droit. Hein. C'est un juriste. Et déjà, à cette époque-là, il défend des idées écologistes. Et vous allez avoir des surprises dans mon exposé. Vous allez voir ce qu'il a fait en termes d'écologie. Et on remarque en fait que l'écologie ne demande pas la création d'un parti politique, en plus qui ne sert à rien, puisque on voit bien que l'écologie à l'heure actuelle c'est un vain mot, puisqu'on n'apporte jamais, ne serait-ce que ça, les problèmes de la médecine ou des choses comme ça. Enfin bon, bref, on va pas se lancer là-dedans, mais en tout cas, Lueger, en plus de la politique sociale, a lancé une réelle politique écologiste. Et qui a eu une incidence tout à fait positive sur sa population, puisqu'on remarque aussi qu'il
il y a une baisse du taux de mortalité dans certains quartiers, justement. Lueger se fait connaître dans des clubs politiques, c'est-à-dire où il prend la parole de manière tout à fait populaire, ce qu'on appelle des burger clubs. C'est exactement de la même manière qu'avait procédé Hitler. Lueger a ce talent d'orateur, c'est-à-dire que véritablement, soit il s'impose dans des salles où il y a des hommes politiques de courants différents aux siens qui ont réservé, entre guillemets, et lui s'impose, il retourne les foules. C'est exactement la même chose avec Hitler. D'ailleurs, Hitler mentionne à 2 ou 3 reprises dans Mein Kampf Lueger. Je ne le présente pas comme ça parce que ça serait faux. Lueger étant catholique, je suis persuadé, et puis même il y a des exemples qui montrent très bien que Lueger n'aurait jamais rejoint le national-socialisme, qui est un mouvement qui est païen. Mais Hitler s'est inspiré effectivement du programme social de Lueger pour faire sa politique. La politique de Lueger est tout à fait intéressante parce que cette politique sociale est essentielle pour la population de Vienne. Quand on imagine Vienne en 1880, 70, 80, 90, on a effectivement ce cliché qui est complètement faux d'une ville qui, c'est quand même 10e ville la plus importante d'Europe à l'époque, avec plus d'1 million d'habitants dans un empire qui en compte 30 000 ou 31 millions, pardon. Et bon, on a un peu ce cliché de Sicile, on ne va pas se mentir. Où on pense que Vienne, eh c'est une ville où il fait bon flâner, etc. etc. En fait, non, c'est pas le cas, quoi. C'est pas tout à fait le cas. Lueger constate une chose, et pour lui c'est un signe de pauvreté, je pense que c'est manifeste, que 50% des couples ne sont pas mariés. Enfin, plus précisément, 50% des enfants qui naissent dans des couples non mariés. Voilà, ça c'est plutôt plus juste. Et c'est un signe de pauvreté pour lui. Il y a de la tuberculose à Vienne, très grande pauvreté. Il y a par exemple des quartiers ouvriers entiers où les ouvriers sont surentassés, où il n'y a pas d'eau courante. Il y a par exemple des roulements qui se font, ce sont des choses qui sont décrites dans la Vienne des années 1870, où vous avez des ouvriers qui dorment dans une cuisine et qui se relaient pour aller travailler, etc. etc., etc. Et Lueger, dans sa politique sociale, amène l'eau des montagnes pour ravitailler ces quartiers, entre autres, en eau potable, parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Alors j'ai recueilli le témoignage d'un médecin de l'époque qui écrit dans un journal qui s'appelle Reichspost, qui tire à 7000 exemplaires, qui est le seul journal qui soutienne Lueger. Les autres journaux sont contre Lueger. Lueger a comme opposants les Rothschild, Herzl, enfin, toute cette clique de sionistes. Donc il doit s'opposer à ces gens-là. Et le témoignage de ce médecin, donc, qui est écrit dans Reichspost, il n'aurait pas pu l'écrire dans un autre journal, puisque les autres journaux sont des journaux à la solde de la finance apatride, et la finance apatride, qui crée effectivement la pauvreté dans le pays, ne va pas se lamenter sur la même pauvreté. C'est pour ça que même les hommes politiques en France, que ce soit en France ou à l'étranger, se moquent complètement, puisque les solutions existent, des peuples, puisque c'est eux-mêmes qui créent la pauvreté, et puisqu'ils servent effectivement, je fais une parenthèse, pour faire de la politique, on le voit même dès la Révolution française, je crois que c'est plus de 80% des députés sont, c'est dans le livre sur le décalogue de Satan, sont francs-maçons. Donc vous avez double mandat. Mandat de franc-maçon et mandat du peuple. Mandat du peuple ne compte pas. C'est celui qui compte, celui qui compte, c'est celui de la franc-maçonnerie.
et Lueger et Haider, c'est la même chose, vont... C'est pour ça que Haider, on l'a assassiné. Il n'y a aucun doute, c'est un assassinat. Parce que ce système ne peut pas tolérer des gens honnêtes et des gens courageux. Si vous avez à l'heure actuelle, à la tête d'une capitale, à la tête d'un État, une personne courageuse qui défend réellement les intérêts du peuple, imaginez lorsque vous avez des attentats, par exemple à Paris ou à Bruxelles, si cette personne honnête devait parler. Tout le système qui est réellement satanique, je dis bien satanique, et on donne le pouvoir aux gens qui partagent ces valeurs-là, une fois que tout est cadenassé, vous pouvez effectivement avancer dans une logique de nouvel ordre mondial vers effectivement des faux attentats, etc., etc. Puisque vous savez très bien que tout est cadenassé, personne ne parlera. Parce que vous êtes effectivement, vous appartenez au pouvoir occulte et que vous avez des gens qui soient présidents, qui soient ministres, qui soient maires de capitale, lorsque vous savez que ces gens sont là pour vous servir, ce sont vos cabots, vous pouvez vous permettre effectivement de mener une politique, une avancée vers le nouvel ordre mondial, vers la dictature du nouvel ordre mondial, qui doit passer, effectivement, on le voit bien, par... enfin, moi personnellement, je ne crois pas une seule seconde, et ça il faut le dire et le répéter ad nauseum, les attentats de Paris, les attentats de Bruxelles ne sont absolument pas l'œuvre des musulmans. C'est pour ça que ce qui se passe à l'époque de Lueger, c'est une époque qui est révolue, mais lorsqu'il y a eu cette possibilité que ce soit répété avec Haider 100 ans après, pour le système politique qui a une marge de manœuvre à respecter, c'était impossible. Et ça, tout à l'heure, je vais vous en reparler. Pour l'instant, je le mets en sommeil, mais on va véritablement voir que Lueger ne pouvait pas continuer, donc il est mort de mort naturelle, mais que c'était pas possible enfin, sa politique est morte avec lui, mais Haider ne pouvait pas exister. Et en plus, il avait un tort, c'est qu'il était pro-arabe, et plusieurs hommes politiques, comme Möllermann en Allemagne, qui étaient pro-arabes, sont décédés. Möllermann avait un défaut, il faisait du parachute. Un jour, le parachute, il s'est jamais ouvert. Enfin bon, bref, tout ça, ce sont des réflexions, mais on va y revenir sur Haider, et on va bien comprendre, quand on voit bien la politique de Lueger, on va bien comprendre Haider, et on va bien comprendre avec quelques faits que Haider a été assassiné parce que il était à lui seul, et on va voir très bien pourquoi, une gêne, une entrave pour le nouvel ordre mondial. Parce que l'Autriche, une fois de plus, ce n'est pas ce qu'on croit, c'est la banque réellement de l'Europe. C'est le pays qui a le plus financé la reconstruction des pays de l'Est. Mais un truc inimaginable. On disait à l'époque que si les pays de l'Est ne remboursaient pas effectivement leur emprunt, l'Autriche allait faire banqueroute. Tous les milliardaires russes à l'heure actuelle vont faire du ski en Autriche. Bon, je vais reprendre. Là, je reviens à mon médecin de l'époque de Lueger, qui constate effectivement une pauvreté grandissante. Et donc, il témoigne dans un journal qui est un journal populaire de ce qu'il voit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Vienne est victime des spéculations immobilières, jetant les Autrichiens catholiques dans la plus sombre des misères. Après la visite d'un foyer d'enfants trouvé, le professeur Édouard Suss témoigne. Dans un de ces endroits humides où l'on ne voit que la tristesse et la pauvreté, il y avait un petit enfant dont les membres supérieurs étaient cassés et sans aide médicale. Derrière une porte, un attroupement de 4 ou 5 enfants de moins d'1 an, à moitié dévêtus, dont les membres étaient attachés, gémissaient. Nous nous demandions comment il était possible de voir pareil spectacle à Vienne. Ce professeur, un docteur de médecine, qui témoigne de ça, et ça nous fait réellement prendre conscience que l'image et les clichés que l'on a de Vienne ne sont pas du tout réels.
Vienne, ou l'Autriche du moins, doit essuyer un crash boursier qui a lieu en 1873. Et c'est ce fameux crash boursier qui va amener effectivement toute la population, une grande partie de la population dans la rue. On dit que 30% des... comment dirais-je, des loyers impayés, enfin il y avait 30% de loyers qui étaient impayés, les gens étaient dans la rue à cause de ce crash boursier. J'ai noté aussi un chiffre tout à fait intéressant, donc 1873 ce crash boursier, 1872 en Autriche, il y a 1677 suicides. Après le crash boursier en 1877, on passe de 1677 à 2648. Alors là, je fais une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un mois ou deux, on a dit qu'en France, il y avait une hausse des suicides. Hein, je crois que c'est ça, ou du taux de mortalité. Non, c'est plutôt exactement, on a dit, le taux de mortalité a augmenté. C'est le plus haut taux de mortalité depuis la Seconde Guerre mondiale. On nous a annoncé ça à la radio. Bien entendu, lorsque vous avez une forme de grille de lecture, vous avez une grille de lecture, vous avez l'œil un peu affiné, vous doutez très bien que tout ça, s'il y a en 2015 a été l'année où vous avez eu le plus haut taux de mortalité, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a surtout une forte hausse, et ça on ne le dit pas, des suicides. Pourquoi il y a une forte hausse des suicides? Parce que, effectivement, nous sommes dans une société qui est complètement en crise. Crise financière, mais aussi, il faut bien l'avouer, crise spirituelle. Crise spirituelle. À Vienne, une loi est promulguée donc le 11 mars 1885 pour que les ouvriers ne travaillent que 11 heures dans les usines. Alors ça c'est la loi. Avec les heures effectivement de pause, etc., on arrive à 13 voire 14 heures de présence sur un lieu de travail pour une personne. Mais tout ça c'est simplement théorique, puisque il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour contrôler. Il y a des cas que j'ai relevés dans la presse où, par exemple, les ouvriers qui doivent se rendre à l'enterrement d'un employé, d'un collègue, doivent récupérer leurs heures de travail. C'est véritablement c'est du capitalisme brutal, on va dire, qui existe à ce moment-là, par faute effectivement de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a les lois, mais les lois, c'est pas nouveau, les lois ne sont pas respectées, quoi. Donc on parle aussi du travail des enfants, du travail des femmes, dans des conditions qui sont complètement intolérables. Et quand on a avancé dans le Uyghur, vous allez comprendre pourquoi, 100 ans après sa mort, il est resté extrêmement populaire. Alors effectivement, cet état de pauvreté dans Vienne constitue le terreau, on va dire, idéal des idées anarchistes. Alors, il y a deux histoires à l'époque. En 1883, on parle de l'anarchiste Kammerer qui tire sur un policier, le policier Lubeck, donc c'est une grande histoire à l'époque. Aussi, on parle de l'anarchiste Derman Stellmacher qui assassine le propriétaire d'un bureau de change et un fonctionnaire de la police judiciaire. En fait, donc le policier s'appelait Blush et il enquêtait dans les milieux anarchistes. Ça c'est un peu déplu, quoi. Et c'est l'histoire d'Élisabeth, l'impératrice Élisabeth, la fameuse Sissi, qui a été assassinée en 1898. Par un anarchiste qu'on appelait à Genève Luigi Lucchini, pardon.
Et donc Lueger prend conscience de ça. Et il dit, s'il y a des anarchistes, parce que Lueger est de droite de par la tradition de sa mère, parce que sa mère était vraiment catholique, mais comme il venait d'un milieu extrêmement populaire, il était aussi attiré par la politique de gauche. Il était vraiment pris entre les deux. Et quand il voyait surtout l'état de corruption de la droite, ça le... Non. Non, c'est pas la peine. Et donc il dit, voilà, s'il y a des anarchistes, c'est qu'il y a effectivement un pouvoir qui est défaillant, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas leur faim, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas respectés, tout simplement. Alors, effectivement, tous ces pouvoirs anarchistes, tous ces clans d'anarchistes sont récupérés par la franc-maçonnerie. On le voit avec l'attentat de Sarajevo en juin 1914, où l'héritier du trône, donc, François Ferdinand, est assassiné par un anarchiste de la main noire, et derrière, vous retrouvez toute la franc-maçonnerie avec des peines, parce qu'il y a eu plusieurs actes anarchistes qui, très peu sont condamnés à la peine de mort. Et puis le système de protection à Sarajevo laisse à désirer. C'est-à-dire qu'il y aurait eu, par exemple, des policiers dans les arbres ou autres. C'est l'exemple qui est pris justement par un auteur allemand, dont j'ai pris le livre ici, Guido Grant, qui a écrit des livres sur la franc-maçonnerie, l'histoire noire de la franc-maçonnerie, où il raconte tout ça. Justement, il enquête aussi sur les origines du crime de Haider avec la franc-maçonnerie. Et donc, quand il enquête sur... Enfin, il remarque que c'est exactement la même chose pour François Ferdinand, que la franc-maçonnerie est derrière. De toute façon, dans les grands attentats, dans les grandes guerres, c'est toujours la franc-maçonnerie qui est présente. Puisque la maçonnerie est luciférienne, c'est comme ça. Donc Lueger s'intéresse effectivement aux causes réelles du terreau qui fait naître ces courants anarchistes. Donc il remarque effectivement la pauvreté. Et il s'intéresse aussi au droit de vote. C'est-à-dire que pour pouvoir voter avant, à l'époque de Lueger, on va dire, il fallait s'affranchir d'une somme de 20 florins. Et lui, il n'a de cesse de travailler, il va y arriver à faire descendre cette somme à 5 florins. Et donc ça va avoir quoi comme incidence? De faire voter la moitié des artisans, avant ce n'était pas le cas, et il va doubler dans les années... Quand cette loi est mise en œuvre, donc on appelle ça la loi des Fünfgulden-Männer, c'est la loi des 5 florins, qui entre en application le 4 octobre 1882. Le 4 octobre 1882, et ça, donc c'est pour des élections du Reichstag, et ça double la population de votants. Donc l'intérêt, c'est que il s'intéresse à la pauvreté, mais il s'intéresse aussi à la participation, je n'aime pas ce mot-là parce que c'est démocratique, on va dire, du peuple, mais une vraie participation démocratique. Parce qu'en fait, avant d'être maire en 1897, il est conseiller municipal. Et il remarque tout l'état de corruption qu'il y a, avec un pouvoir qui se redonne les clés, effectivement, des mairies, de l'État, enfin, tout ce que vous voulez, des ministères, on va dire. Et comme il n'y a pas d'opposition, on est dans un état de corruption totale, avec un état de pauvreté totale, et tout ça, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a un certain moment, il faut que cette pression qui s'exerce vers le bas sur
sur la population, il faut des moyens pour des moyens exutoires, mais réels. Jusqu'à l'heure actuelle, on vous propose de voter, mais ça ne sert à rien, parce que d'une part, on ne connaît rien à la politique, on ne connaît rien des hommes politiques qui gouvernent, et ensuite, tout le système est vérolé par la franc-maçonnerie. Donc, tous nos représentants ne doivent aucun compte à la population, mais ils doivent des comptes à ceux qui les mettent en place. C'est pour ça que ça, entre autres, c'est pour ça que ça ne peut pas tenir. Alors, je parlais de l'écologie. Quand il y a deux faits tout à fait intéressants sur l'écologie. Dans la Ringstrasse, donc c'est une allée centrale de Vienne, il y a une société Forgerty, je sais pas comment on peut une société anglaise qui doit installer le tramway. Et à l'emplacement donc de cette avenue de la Ringstrasse, ils veulent faire une forme de tramway aérien qui gâcherait complètement le paysage de cette avenue-là. Et donc, il va s'opposer à ce projet-là. Il va dénoncer aussi, puisqu'on lui avait proposé de l'argent sous la table, il va dénoncer effectivement une tentative de corruption, mais il va aussi donner les noms, en plein conseil municipal, des conseillers municipaux qui ont touché du fric par cette société anglaise. Donc il s'oppose à ça. La Ringstrasse, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'elle porte un autre nom. On l'appelle en français la rue de Sion de la Nouvelle Jérusalem. Parce que la plupart des Juifs qui viennent à Vienne, ils aiment bien habiter dans cette avenue centrale. Enfin bon, en tout cas, il s'oppose à ce projet-là. Le second, effectivement, projet qu'il a pour Vienne et qui mène à bien, c'est celui des espaces verts. C'est-à-dire que dans les quartiers ouvriers, donc il va faire construire des bâtiments dans les quartiers ouvriers, mais en même temps, il impose, c'est ce qu'il appelle la Vienne verte, il impose des espaces verts très importants. Il dit que Vienne a besoin d'un poumon, je veux qu'un arbre soit planté à chaque endroit possible. Je précise une chose, et je vais y revenir parce que je vais parler aussi de Lueger et des Juifs, c'est assez intéressant. À l'heure actuelle, Lueger, quand on parle de lui, on dit que c'est un antisémite de première classe. C'est complètement faux. Il avait des amis qui étaient juifs, mais disons qu'il disait des choses qui déplaisaient, quoi, et qui à l'heure actuelle... Donc, il fait naître, donc, il dit que Vienne devient une ville saine, et on constate effectivement, grâce à ces arbres, que même la population actuelle profite de ces espaces verts. Alors, ça, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il rachète des parcs, notamment, j'ai retenu le parc de la Princesse Arenberg, qu'il aménage pour les ouvriers. Ce sont aussi des vieux cimetières qu'il fait raser, qu'il aménage en espace vert. On constate aussi la chose suivante, que le taux, effectivement, oui, on a un taux de mortalité en 1891 pour une population de 1 300 000 habitants qui est de 34 000, donc 1891, je suis précis, mais bon, de 34 479. 34 479 décès sont enregistrés donc en 1891 à Vienne. Et 13 ans après sa politique, donc, 13 ans après, il n'y a que 32 919 décès, c'est-à-dire, on va dire,
presque 1700 en moins, ce qui est énorme. En menant une politique effectivement d'espace vert, en amenant, parce que Vienne est entourée de montagnes, en amenant de l'eau potable dans les quartiers ouvriers, effectivement, il crée ce qu'il appelle une Vienne qui est saine. Et c'est lui qui est véritablement l'artisan de la nouvelle Vienne, mais d'une Vienne sociale. Pas la Vienne des corrompus, hein, la Vienne sociale. En 1907, il achète aussi une île, l'île de Gänsehofen, qui est une île sablonneuse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il installe des plages, toujours pour le peuple. Ça fait qu'en 1907, vous avez des plages Vienne, quoi, en fait, c'est ça. 100 ans avant Delanoë, il y avait un maire à Vienne qu'on traite d'antisémite, qui n'était ni pédophile, ni sataniste, ni franc-maçon. Il achète une île sablonneuse pour faire une plage pour sa population. Je ne fais pas de commentaires, hein, parce que ça ne sert à rien. Quand je parle de Lueger, j'aime bien me concentrer sur lui, j'aime pas trop faire de comparaison, parce que on est dans la perfection avec Lueger. Donc ça ne sert à rien de parler de la racaille à côté. Tiens, j'y peux rien, maintenant on va parler de Lueger et des Juifs. Donc oui, Lueger n'est pas antisémite, contrairement à ce qu'on prétend. Il travaille notamment avec un docteur, docteur Mandel. D'ailleurs, quand Lueger est décédé, il y avait plusieurs rabbins dans son enterrement qui ont reconnu qu'il avait été un grand homme, et on verra aussi qui avait reconnu aussi qu'il était un grand homme. Je lirai la déclaration, c'est tout à fait intéressant. Il y a plus antisémite que lui. Schönerer est un gars qui est un pro-allemand, qui s'est converti au luthérianisme, anticatholique. D'ailleurs, Schönerer dit « Sans Judas, sans Rome, s'est construite la cathédrale de la Germanie ». Donc le gars, il est véritablement pro-germain, quoi. Et Lueger, ils ne sont pas pareils, quoi. Lueger est catholique, enfin du moins il va progresser dans la foi, parce qu'il est quand même un peu écœuré de voir que cette église ne prend pas, d'ailleurs ça n'a pas changé, hein, ne prend pas d'une manière, comment je dirais ça, à bras le corps les désirs de la population, quoi. Et donc comme lui vient d'un système populaire, effectivement ça le touche, quoi. Il voit que voilà, quoi. Mais donc il va progresser dans une foi. Il a des amis effectivement qui sont juifs, il a des amis qui ne sont pas juifs, quand même beaucoup. Et Schönerer d'ailleurs se fera remarquer en 1867 parce que il y a un certain rédacteur en chef, Moritz Scheps, qui est juif et qui annonce prématurément la mort de l'empereur Guillaume Ier. Schönerer, ça ne lui plaît pas, donc il va lui casser la gueule. Donc il va en prison, il perd ses droits quand même d'électeur et de tout ça. Et Lueger, malgré ça, va le soutenir. Pas en disant, non, tu aurais dû me dire de venir ce jour. Non, pas du tout, c'est que il va le soutenir quand même parce que parce que Lueger et Schönerer ont eu aussi des projets politiques en commun. Schönerer constate que 30%, en 1870, 30% de la population étudiante est d'origine juive dans les universités. Et donc, avec Lueger, ils veulent mettre un quota parce qu'il y a aussi une immigration juive qui vient de Budapest, qui vient de Hongrie, qui vient de Pologne, etc. D'ailleurs, une petite remarque, une petite parenthèse, quand Lueger parle de Budapest, il appelle la capitale de l'Autriche Budapest. Il parle aussi de la judéo-magyarisation, c'est-à-dire que la population de Vienne
en 1860 est constituée à 2% de juifs, et à 1870, elle est constituée de 10% de juifs, qui occupent principalement donc la Ringstrasse, cette allée. 28% des juifs donc, de Vienne sont originaires de Hongrie. J'ai d'ailleurs, ça c'est tout à fait intéressant, pour montrer un décalage, hein, après chacun fait son analyse, mais il faut quand même avoir des chiffres intéressants. Lorsqu'on parle de la pauvreté de Vienne, de l'augmentation des suicides, etc., il est intéressant de constater par exemple l'université juive de Jérusalem, le chiffre est repris par Paul Racinier, dans les responsables de la Seconde Guerre mondiale. Il dit que 39% donc, de la population juive travaille dans le commerce, 35% sont des industriels, 13% des rentiers. Donc il y a, on va dire avec la population de Vienne qui subit la crise, il y a deux populations. Il y a deux populations. D'ailleurs, en 1910, ce qu'on constate, c'est que les épouses des banquiers d'origine juive inaugurent un nouveau genre de salon surprenant par leur luxe éblouissant dans la Ringstrasse. Ça dégueule un peu de... Enfin, c'est un peu surfait, quoi. Quelqu'un qui est catholique ou même musulman, on a un peu de mal avec... il y a un manque de raffinement, quoi. D'ailleurs, l'empereur François-Joseph... quand vous lisez la vie de l'empereur, il se levait très tôt le matin, à 4 heures du matin, il commençait par lire les lettres, etc., le courrier ou à répondre, et il était avec un vieil habit de lieutenant qui était usé. Et puis les juifs sont mal vus à Vienne. Il y a beaucoup d'histoires de crimes rituels. Auxquels les gens, je ne dis pas que c'est vrai, hein, puisque là-dessus il faut être réglo, beaucoup de juifs ne connaissent pas l'histoire des crimes rituels. Mais la population en tout cas se méfie, puisque vous avez l'histoire qui s'est passée en 1882, donc c'est en plein dans ce moment-là, dans un village donc, de Hongrie, à Tisza Eslar, donc il y a une fille, un enfant, donc, la population dit, qui aurait été assassiné par des juifs kabbalistes ou des juifs extrémistes, on va dire, pour blasphémer le Christ. Et ça, c'est assez récurrent dans l'Empire austro-hongrois, puisque au XVe siècle, on a la même histoire avec Anderl de Rhin, donc dans le Tyrol, au XVe siècle, et on a la même histoire aussi avec Saint-Simon de Trente. Saint-Simon de Trente qui a été béatifié, pareil au XVe siècle. Donc il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y a un prêtre dont je vais rééditer le livre, qui a été écrit en 1904, qui s'appelle l'Abbé Marchand, qui raconte tout ça. Il raconte entre autres toute l'influence de la franc-maçonnerie dans l'Autriche impériale, mais il raconte aussi ce genre d'histoire à laquelle il porte crédit. Alors il dit effectivement que ça ne touche pas la majorité de la population juive, mais il dit, pour lui, les responsables sont des juifs. Et d'ailleurs ça va dans ce sens-là, parce que si vous allez dans le Tyrol, à côté d'Innsbruck, à Rhin, donc, là où il y a eu Anderl de Rhin, qui ont été sacrifiés par des talmudistes, on va dire des choses comme ça, il y a une église qui a été construite et financée par l'empereur Maximilien Ier. Donc l'église a porté du crédit et a enquêté là-dessus, mais aussi la monarchie à l'époque a porté du crédit. Maintenant, vous allez dans le Tyrol, chaque procession avait lieu, si je ne me trompe pas, le 16 juillet. Maintenant, il est interdit effectivement de faire des processions pour commémorer effectivement Anderl de Rhin.
Et Andal-de-Rhin était reconnu par l'Église aussi, Saint-Simon de Trente et Andal-de-Rhin. Mais les nouveaux évêques s'opposent effectivement à tout ça. Il est bien évident que l'Église a changé depuis Vatican II. Avant c'était l'Église qui était au pouvoir, maintenant c'est plus l'Église. Mais je suis prudent sur mes propos. Voilà, je dis que les gens qui ont enquêté là-dessus disent que ce n'est pas le fait de la totalité de la population juive, mais ce serait le fait de certains kabbalistes extrémistes par haine du Christ. Chose tout à fait intéressante aussi que j'ai relevée dans un autre livre qui était écrit par un journaliste de l'époque, un journaliste français qui était journaliste en Autriche. Il disait que cette histoire de crime rituel était tellement courante, connue de la population de Vienne, que les femmes n'allaient pas se faire employer le jour de Pâques, parce que prêter ce genre d'événement le jour de Pâques, n'allaient pas se faire employer par des patrons juifs pendant la période de Pâques. Ce sont des témoignages comme ça. Mais je pense que c'est assez intéressant, justement, pour comprendre dans quel univers vit Lueger, quand on dit que cette personne n'a pas spécialement exploité ces histoires de crimes rituels, un antisémite véritablement aurait souhaité à pieds joints là-dedans. Il ne l'a pas fait. Il a évoqué ça, mais il n'a pas fait. Il n'a pas réduit les juifs en, voilà. Même si il a évoqué ce genre d'histoire. Lueger est soutenu par le pape Léon XIII, c'est-à-dire que Lueger veut mettre la doctrine de l'Église au centre de sa politique, donc politique sociale, politique chrétienne. Son parti, le parti qu'il crée, c'est le Parti social chrétien. Et donc il est soutenu par le pape Léon XIII. Et d'ailleurs le pape Léon XIII va faire une encyclique qu'il appelle Rerum Novarum en 1891, qui est une vraie politique sociale, où on prend en compte... De toute façon, là-dessus, il faut être clair, excusez-moi d'être bruit de décoffrage, il n'y a aucune religion qui a été... Autant, je critique l'Église qui n'a pas pris à bras le corps le problème de la pauvreté, mais c'est quand même la religion, la seule religion qui a eu le souci d'une équité sociale, à l'époque où il y avait des papes. À l'époque où il y avait des papes. L'Église était réellement sociale. C'est maintenant que je porte la critique surtout. Quand par exemple, on le voit, lorsqu'il y avait des prêtres missionnaires qui partaient à l'étranger, la première des choses qu'on installait, c'était pas une église. C'est un dispensaire pour soigner les gens. Donc c'est l'église que j'attaque à l'heure actuelle. Parce que ce n'est pas la vraie église. Mais l'église traditionnelle est réellement une église humaine et sociale. Et on le voit avec l'encyclique de Léon XIII. Je reviens à Lueger. Donc Lueger est député en 1885. Et donc il s'oppose toujours au même. Et c'est tout à fait intéressant de constater par exemple qu'en 1895, 10 ans après, vous avez un journal donc, hongrois qui s'appelle le Pesterloid, qui écrit en langue allemande, où vous y retrouvez Theodor Herzl, Max Nordau, Thomas Mann, écrivain, Stefan Zweig, qui pleurait sur l'Allemagne nazie, qui était parti au Brésil, enfin, qui se serait suicidé, je ne sais pas quoi. Et Joseph Roth, donc ce sont des intellectuels, entre guillemets, qui faisaient partie de ce journal. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut s'opposer à tout prix à Lueger, parce que ça serait une honte pour le pays, patati patata, d'avoir un homme politique comme celui-là. Un manque de peau, c'est quand même celui-là qui a quand même révolutionné, qui a modernisé Vienne. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire quand vous lisez ça à l'heure actuelle, vous fermez les yeux, vous transposez à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose.
Ce sont les corrompus, grosso modo, qui vont vous donner des leçons de morale. Pour Theodor Herzl, le père du sionisme, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'il invite la population juive à se faire baptiser à la cathédrale Saint-Étienne. Et ça, je le sors d'un livre qui est un universitaire, donc, qui s'appelle, de mémoire, Jean-Paul Bled. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle L'histoire de Vienne. Édition Fayard, si je me souviens bien. Lueger est également soutenu par certaines personnes de la monarchie, comme l'archiduc Karl Ludwig, ses fils Otto et Franz Ferdinand, la princesse Stéphanie, veuve de l'archiduc héritier Rodolphe d'Autriche, fils de l'empereur François-Joseph Ier, patati patata. Donc il est soutenu, mais il n'est pas soutenu par l'empereur. L'empereur, ce que je vous disais, Lueger va se présenter aux premières élections, pour la première fois aux élections, en 1895 pour la mairie de Vienne. Et c'est un succès. Et l'empereur, parce que ça se passait comme ça, il fallait qu'il donne l'autorisation à Lueger ou à l'élu. Il fallait qu'il donne l'autorisation, qu'il lui donne les clés en quelque sorte de la mairie. Et donc, de 1895 à 1897, l'empereur va lui refuser 4 fois l'investiture. La 5e fois, ça va être la bonne parce que les gens de Vienne en ont marre, ils descendent dans la rue et ils disent mais on en a marre de voter pour quelqu'un qu'on désigne et de vous le refuser. Et en plus, les gens ne sont pas bêtes, parce que je vous parle de Pester Lloyd, etc. Mais vous avez d'une manière très ouverte Rothschild qui s'oppose et qui fait pression, qui dit que si l'empereur, entre guillemets, adoube, donne l'autorisation à Lueger d'être le maire de la capitale de l'Empire austro-hongrois, il prend ses affaires et il va s'installer à Budapest. C'est un retour en fait. Donc l'empereur n'y tient pas trop. Il y a aussi des... on constate effectivement des... même à Paris, les valeurs boursières de l'Empire baissent. C'est-à-dire que les Rothschild jouent aussi sur les cotations boursières pour s'opposer à l'investiture de Lueger. Mais là aussi, hein, le peuple est tellement désireux d'avoir un maire comme celui-là, et à juste titre, hein, puisque l'histoire nous démontre qu'il a été un maire formidable, il est obligé de lui donner l'autorisation effectivement d'être le maire de Vienne. Ce qui est intéressant, donc le 20 avril 1897, Lueger, donc j'ai fait une traduction qui est dans le bouquin, mais qui est beaucoup plus longue. Hein. Là, c'est... on ne va pas y passer la nuit non plus, mais il a fait quand même un discours d'investiture qu'il faut que je vous lise, qui est un truc top. Ça résume bien la politique de ce bonhomme. Alors je prends c'est un raccourci, hein, normalement c'est 3 fois plus long. Donc Lueger est élu. La 5e fois, c'est la bonne. Donc le 20 avril 1897. Et il dit « C'est en connaissance des faiblesses humaines que je demande l'assistance de Dieu. Le serment que je prête aujourd'hui n'est pas pour moi une formule vide. Il signifie un appel à Dieu auquel tous les hommes sont assujettis. » C'est quand même magnifique. Hein. Je ne crois pas faire erreur si j'exprime aussi l'espoir que le conseil municipal de la ville de Vienne contribuera à rendre possible la construction de nouvelles églises. Par ailleurs, votre Excellence a raison si elle considère la condition actuelle du transport de notre ville comme insuffisante. C'est sous Lueger où tout ce qui est hippomobile, c'est-à-dire tout ce qui est tracté par les chevaux, ça va dégager, et il fait installer en fait des tramways électriques. Par ailleurs, votre Excellence a raison si elle considère la condition actuelle du transport de notre ville comme insuffisante.
Pendant des années, j'ai porté le combat contre une société qui profitait de sa situation de monopole et s'est érigée en État dans l'État. L'énergie électrique nous aidera à renforcer cette victoire et je compte sur le soutien de votre Excellence et de toutes les autorités de l'État. Concernant les plans de construction de Vienne, on doit empêcher que notre belle ville soit abîmée par la négligence des promoteurs. Vienne doit préserver son caractère historique. Les Viennois se plaignent du manque de denrées. Il faudra voter aussi des lois pour que les étudiants aient plus à manger, enfin des trucs. Il fait même des. De toute façon, je vais vous en reparler. Il crée même des centres de vacances pour les étudiants avec des bourses, enfin des trucs incroyables. C'est pour ça que c'est un maire dangereux, parce qu'en fait, il s'occupe du peuple. C'est impardonnable. Les Viennois se plaignent du manque de denrées et du coût élevé de leur approvisionnement. Il est un fait que le commerce intermédiaire s'enrichit au détriment des producteurs et des consommateurs. Je pense que là, il y en a certains qui sont visés, quoi. Il constitue un pouvoir impossible à maîtriser et prépare une défaite pour l'État. Puissent les autorités trouver le courage de s'opposer énergiquement à ces piliers du bien commun. À travers une nouvelle organisation, puisse également le monde paysan travailler et écouler sa production directement. Je fais une parenthèse parce que ça me... Il faut que vous vous renseigniez sur ce nationaliste en Autriche, en Roumanie, Codreanu. C'est dans les années 20. Codreanu qui est un très grand nationaliste. Pour moi, c'était le plus grand nationaliste. Bon, il a dégagé quelques hommes politiques, mais d'une manière physique. Hein. Il les a dégagés, il les a... mais il trouvait que c'était injuste qu'il y ait des intermédiaires, qu'il désignait comme étant, effectivement, on sait très bien qui. Et donc, il avait fait des collectes d'argent pour acheter des voitures et pour que la production des paysans soit amenée directement sur les marchés. Là, je ne traite pas de Codreanu, je ne peux pas en parler, mais lisez Codreanu, c'est génial, c'est vraiment génial. Pour moi, ça aurait pu être même un saint. C'est un homme d'une très grande religion, de très grand dévouement, enfin bon, un homme extraordinaire. Donc, à travers une nouvelle organisation, puisse également le monde paysan travailler et écouler sa production directement. Mon soutien le plus fervent ira dans ce sens afin de prendre toutes les mesures nécessaires. L'entretien de la voirie est très insuffisant. Au désarroi des Viennois, donc on a vu hein, avec l'importance du suicide qui augmente de 1000, on va dire, de 1677, je crois, en 1872, et 5 ans après, on est à 1000 de plus, quoi. Au désarroi des Viennois, une grande partie des jardins publics ont été détruits d'une manière impitoyable pour permettre la construction de nouvelles avenues. Là même où l'ouvrier respirait l'air frais, empeste maintenant l'épaisse fumée des locomotives. Trouver de nouvelles sources d'eau potable devient chaque jour plus urgent. Les soins pour les pauvres nécessitent une réorganisation. Nous devons faire en sorte que le mendiant profiteur et apte au travail ne soit plus en mesure de compter sur la bienfaisance des gens. La rétribution des travailleurs au service de la ville n'est pas suffisante. Les fonctionnaires ont besoin d'une nouvelle convention. Les postes les plus élevés doivent être augmentés afin que les fonctionnaires regardent l'avenir avec espoir. Le service de santé publique doit être étendu et adapté à la population d'une grande ville. Il inaugurera notamment un grand hôpital dans la périphérie de Vienne, quelques semaines avant de mourir. Il a dit « Je ne verrai pas la construction de cet hôpital, mais je le fais pour ma population ». Mais tout cela demande de l'argent, beaucoup d'argent. J'espère aussi qu'une fois opérationnels, les équipements de gaz dégageront des bénéfices. Je suis un Autrichien et demeure fidèle à mon peuple. La mémoire et le sentiment nationaux sont un devoir pour chacun. Ainsi devons-nous avancer pour notre patrie l'Autriche. La protection des travailleurs constitue une protection du peuple. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous tous, à votre Excellence, à mes chers collègues du Conseil municipal, aux représentants des circonscriptions et à tous les fonctionnaires pour demander votre soutien afin d'agir dans l'intérêt de notre chère ville.
Nous sommes obligés de travailler à la grandeur de notre patrie, l'Autriche, et d'œuvrer à son renforcement en imposant des relations contraires. Nous nous opposerons avec mesure et détermination aux influences étrangères. Nous voulons une Autriche libre. Nous avons l'intention de prêter assistance à notre empereur et à la capitale de son empire. Que Dieu bénisse et protège notre empereur. Vive Sa Majesté l'empereur François-Joseph. Dans d'autres discours, il parle carrément du capital apatride, etc., qui exploite le peuple. Et avec Heiders, vous allez retrouver exactement ces mêmes propos. Est-ce que vous imaginez un homme politique parler comme ça aujourd'hui? Donc je parlais, effectivement, et ce discours le montre, d'un maire qui va rénover Vienne. Vienne, à l'heure actuelle, a été construite il y a 100 ans, par Lueger. Il parle d'augmenter aussi le nombre des employés dans son discours. Il augmente donc, ça c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai noté, les pompiers de la ville de Vienne. En 1901, lors du congrès international des pompiers à Berlin, donc c'est les casernes de Vienne, donc les casernes de pompiers qui gagnent le concours. Je crois qu'il devait y avoir des concours de pompiers à l'époque. Et en fait, ce sont les pompiers de Vienne qui gagnent parce qu'en fait, ils bénéficient, grâce à Lueger, d'équipements ultra modernes. L'équipement le plus moderne leur est attribué. Et des unités sont installées, on dit dans les 10e, 11e et 20e arrondissements de Vienne. Oui, ça aussi, c'est très important. Le personnel employé par la commune de Vienne se développe considérablement sous la mandature de Lueger. Il passe de 4000, donc par les employés de Vienne, de 4760 à 25 000 employés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une municipalité avec des employés qui ne tapent pas dans la caisse en permanence, mais lorsque l'argent est propre, lorsqu'il est bien investi, lorsqu'il est bien contrôlé, et bien effectivement, c'est le peuple qui en bénéficie. À l'heure actuelle, c'est l'inverse. Mais avec Lueger, c'était différent. Et il était tellement bien investi que même il refusait des soins médicaux parce qu'il trouvait que c'était trop cher pour lui, alors qu'il inaugure un hôpital. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le... Pour les étudiants, il faut que je vous lise ça. Lueger développe l'enseignement gratuit, fait distribuer des cahiers, des livres, des vêtements, des cartes pour le libre accès aux bains et prévoit des cours de natation gratuits pour les étudiants. Grâce à une association qu'il crée, qui s'appelle l'Association pour l'alimentation des élèves démunis. 10 000 étudiants bénéficient gratuitement de repas consistants. Lors de l'hiver 1899, une inspection a lieu. Lueger, président de cette association, observe que beaucoup d'élèves ne finissent pas leur portion car ils la partagent avec leurs parents ou leurs frères et sœurs non scolarisés. Lueger ordonne l'augmentation des subventions pour que tous puissent bénéficier de plus grandes parts de nourriture. À l'heure actuelle, un maire qui est courageux, c'est un maire qui lutte contre le halal. Alors là, je veux dire, là, il fait fort, quoi. Je veux dire, on a un bourrin première catégorie, mais il fait fort, quoi. Vous voyez véritablement qu'est-ce qui est judicieux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Lorsque vous donnez à manger parce que vous gérez effectivement l'argent du bien public d'une manière intelligente, voilà ce que ça donne. En 1904, à l'occasion du 60e anniversaire du bourgmestre, donc, est créée une fondation pour soutenir les artisans dans le besoin. En 1907, le conseil municipal lance le projet d'une école de formation continue pour tous ceux qui n'ont pas réussi dans le cursus scolaire habituel. Les cours du soir, quoi, grosso modo. Et c'est il y a 100 ans. Le bourgmestre, donc Lueger, offre des vacances à plus de 2000 élèves autour de Vienne, dans les montagnes. On appelle ça Hütteldorf, à Pötzleindorf, donc dans la périphérie boisée de Vienne. 2000 étudiants, donc grâce à Lueger, peuvent aller passer des vacances là-bas. Inaugure un hôpital, etc., etc.
Je ne peux pas tout raconter, hein, parce que c'est énorme. Inauguration d'hôpitaux, de maisons de retraite, d'orphelinats aussi. Donc voilà, oui, il y a plein d'exemples comme ça, et cette histoire aussi de plage à Vienne qui est installée donc en 1907 pour la population. Et c'est ce maire à l'heure actuelle, où on débaptise effectivement il y a 3 ans, par une clique de corrompus, parce que la politique, il y a des histoires de corruption impossibles en Autriche, parce que 100 ans après, c'est impardonnable. Vous imaginez un homme qui s'occupe du peuple et qui est resté le plus populaire 100 ans après sa mort, c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer quand même. Les adductions d'eau, donc il y a de 1908 à 1910, il crée des réservoirs d'eau donc pour amener de l'eau potable dans les quartiers populaires. Il y a aussi, ça c'est très intéressant, parce qu'on va le voir avec Haider, c'est là où l'histoire, je pense qu'il ne voulait pas repartir sur ce que Lueger a raté parce qu'il est mort prématurément à cause de sa maladie. Je pense qu'avec Haider, qui était en parfaite bonne santé, il ne voulait pas qu'il y ait une Autriche qui donne le mauvais exemple à l'Europe. En tout cas, le 25 mai 1907, se déroulent en Autriche les premières élections parlementaires au suffrage universel. C'est-à-dire que Lueger avait aussi appuyé pour qu'il y ait un suffrage universel, pour que le peuple soit consulté. On l'a vu avec l'exemple des 20 florins, qui fait passer à 5 florins, et qui double, pour les élections du Reichstag, la population donc, de votants. Lueger, ça fait 40 ans que l'Autriche est entre les mains des libéraux. Et pareil pour la mairie de Vienne. Et c'est lui qui empêche ça, enfin, qui crée cette cassure en dénonçant la corruption du maire, etc., etc. Il est élu. Et donc on l'a vu, hein, contre la volonté des Rothschild, contre la volonté de l'empereur. Et là, il y a des élections donc, au Reichsrat, le 25 mai 1907. Sur 517 délégués, son parti fait 96 députés, c'est-à-dire on va dire le 5e. Et avec la politique qu'il a menée, on peut être persuadé que ça allait augmenter. Et vous avez exactement la même chose avec Haider. On va voir les chiffres après. Je ne vais pas prendre autant de temps avec Haider que pour Lueger, mais l'Autriche, qui est la banque de l'Europe, c'est véritablement le pays qui a financé le renouveau de l'Europe de l'Est. Alors, il l'a fait effectivement pour la Hongrie. À l'époque, on disait qu'il y avait plus, quand la Hongrie s'est ouverte, qu'il y avait plus de titres boursiers hongrois à Vienne qu'à Budapest. Donc c'est pour dire véritablement le poids de Vienne. Et en plus, Vienne a financé donc, la reconstruction de la Roumanie, mais aussi de l'Ukraine, etc., etc. Donc c'était véritablement c'est le pays qui a le plus contribué à la reconstruction de l'Europe de l'Est. Donc ça veut dire que les banques sont très puissantes. Là. Et dans un pays de banquiers, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Si vous avez un populiste qui arrive, qui mène une politique sociale, non. Donc, Lueger donc fait, la seule chose qu'il peut faire, ce sont des cures, etc. Et il décède le 10 mars, donc je vais dire il n'y a pas longtemps, parce qu'on est en mars, hein, mais le 10 mars 1910. Donc il est entouré, Lueger qui était très catholique, on ne lui a pas connu de femme. Enfin, je pense qu'il connaissait, j'en sais rien, j'ai rien lu à ce sujet. Donc je ne peux pas imaginer. Mais en tout cas, quand il décède, il y a toute la population de Vienne qui accourt à la mairie. Il y a du désespoir. C'est vraiment c'est très prenant. Hein. Et j'ai retenu le témoignage d'un docteur Friedrich Funder, qui raconte les dernières heures donc, il dit de ce compagnon politique. Il était aux environs de 7 heures du matin
comme un messager entrant dans mon bureau. Venez, c'est bientôt la fin. Nous avions à peine dormi ces 8 derniers jours. Nous passions les nuits dans un fauteuil à côté du téléphone. La population de Vienne demandait continuellement des nouvelles du bourgmestre. Moi, je peux vous dire, le maire de Vienne, de Paris, il va crever, je ne vais pas demander des nouvelles. Hein. Excusez-moi, je fais ce que je veux, quoi. Mais je m'en fous, quoi. En revanche, quand Heider est décédé, j'avais de la peine. Ouais. Là, même Hollande, je veux dire, s'il a un cancer ou n'importe, je ne vais pas demander des nouvelles, je m'en tamponne. Mais alors, à un point... Enfin, si, je vais peut-être suivre le truc. Mais... Je suis quand même un peu catholique, je ne peux pas tout dire. Les garçons de café ne voulaient pas s'endormir avant de savoir comment allait leur bourgmestre. C'était un fait sans précédent. Un peuple entier vivait au plus profond de son intimité cette mort douloureuse. Une matinée printanière se levait et mêlait sa lumière dorée avec la lueur des cierges qui entouraient le lit du défunt maire. La veille de sa mort, Lueger avait murmuré ces dernières paroles à 2 prêtres, aux députés, le docteur Drexel et à Lox, conseiller de Vienne. Il avait murmuré ces paroles « Dans l'éternité, Amen ». Ébranlés, nous nous agenouillâmes autour du lit, à côté duquel il y avait une image de la Sainte Vierge, et dont le fond doré s'illuminait comme une flamme pourpre sous un faible rayon de soleil. À une horloge, 8 coups résonnèrent d'un son léger dans le silence solennel. Quelques minutes plus tard, son âme nous quittait, et nombreux pleurèrent parmi ceux qui l'avaient affronté. Lueger décède donc le 10 mars 1910, et pour répondre à tous les diffamateurs, etc., enfin, bon, bref, qui à l'heure actuelle occupent tant bien que mal, surtout plutôt mal que bien, font de la politique, hein, qui accusent Lueger d'être un antisémite, d'être tout ce que vous voulez. Il y a une déclaration qui est très courte, qui est prononcée par le bourgmestre socialiste de Vienne, le 6 octobre 1926, et qui a été le premier président donc, de la République d'Autriche, de 1919 à 1920. Premier président, c'est pas rien, premier président autrichien de la République d'Autriche, Karl Zeitz, en 1926, va prononcer un discours pour l'inauguration de la statue de Lueger. Et il dit ceci. Il, donc Lueger, assuma l'administration juste après les derniers travaux d'élargissement de la ville qui demandèrent une nouvelle organisation fondamentale. Les plus importants moyens de circulation et les centrales électriques ainsi que les travaux d'éclairage gérés par des sociétés privées passèrent dans le domaine public. Parce qu'en fait, Lueger, il trouvait que c'était trop cher. Il y avait des histoires de pots de vin, etc. Donc il voulait contrôler tout ça, c'est pour ça qu'il l'a fait passer dans le domaine public. Ensuite, nous entrâmes dans l'ère de la construction du tramway, de la distribution d'électricité et de gaz par des sociétés publiques. Il a suivi le chemin du progrès avec courage et détermination, contre une résistance acharnée. Karl Zeitz était socialiste. Il a suivi le chemin du progrès avec courage et détermination contre une résistance acharnée. Effectivement, les banques ne voulaient pas lui prêter d'argent pour que ses projets capotent. Mais dans le monde entier, dans toute l'Europe. Donc il a suivi le chemin du progrès avec courage et détermination contre une résistance acharnée. Nous gardons le souvenir du temps où il fut insulté et sali, où toute la presse se montait contre lui. L'ère Lueger est synonyme de grand progrès. L'ère Lueger est synonyme de grand progrès. Elle a permis de rendre à la communauté les moyens de production détenus par le capital privé. C'est-à-dire qu'il s'est réattribué ce qui appartenait aux banquiers, il s'est grosso modo, il a essayé d'en faire du bien public. Ce sera un de nos plus importants devoirs de conserver, de continuer cette œuvre. Quand vous voyez l'Autriche à l'heure actuelle, c'est non. Ils ont fait tout à fait l'inverse. Et le seul qui
qui a voulu reconstituer cette Autriche-là, qu'on a traité de nazi, qu'on a traité de tout. Le gars, on ne pouvait pas le traiter de nazi parce qu'il ne connaissait pas Hitler. Enfin bon, on ne se serait pas gêné, quoi. On l'aurait traité de révisionniste, de machin comme ça, un truc à la mode, quoi. C'est exactement la politique de Haider. On va voir maintenant. Alors, Haider, par exemple, né en 1950, Lueger né en 1844, donc un siècle d'écart. Haider est assassiné, enfin non, il meurt dans un accident de voiture en 2008. En 2008, et donc un siècle avant, c'est la mort de Lueger. Pour moi, Haider, c'est vraiment, si on ne regarde pas trop la religion, c'est un Lueger bis. Alors Haider avait fait une déclaration assez sympa. Haider qu'on traite de nazi, d'homosexuel, de tout. Et là aussi, en Autriche, on n'a jamais vu une photo de Haider s'il allait dans un bistrot qui était un bistrot d'homosexuels. Mais toi aussi? Je peux poser une question sur Oui, oui. Parce qu'il me semble que cette histoire-là d'homosexualité, le jour où il est mort, enfin, le lendemain ou peut-être le jour même, oui. Son amant est venu témoigner. Non, c'est pas son amant. C'est pas son amant. Toi, tu parles de Petzner, qui était son second quand il a créé le BZE, son parti politique. Mais c'était pas son amant. Hein. C'était pas son amant. Mais par contre, cet homme-là a indiqué qu'il était homosexuel. Ah ben non, c'était même pas la peine qu'il le dise. Non, Petzner était homosexuel, il avait dit que Haider, il pleurait, il n'en pouvait plus. Il disait, il a clairement dit, Haider était l'homme de ma vie. Mais voilà, quoi. Haider était marié, il avait 2 filles, on a entendu beaucoup de choses sur... mais on n'a jamais vu de photos de Haider avec... on a même dit que Haider était à côté de la Slovénie pour pouvoir profiter des petits jeunes hommes, etc. On a sorti toutes les conneries, c'est-à-dire... Tout ce que fait cette classe politique, hein, c'est pas difficile, en fait c'est ce qu'appelle Rissen, il appelle ça l'inversion accusatrice. Donc un Jörg Haider, en tout cas, d'après vous, pas homosexuel. J'en sais rien, mais en tout cas moi j'ai rien vu, quoi. Personne n'a rien vu. Hein. D'accord. Non, parce que si on cherche des preuves dans ce domaine-là, on en a, quoi, sur pas mal de gens. Mais lui, rien du tout, quoi. Rien du tout, non, véritablement. Hein. D'accord. Mais Petzner, oui. En tout cas... Haider est fils de cordonnier, milieu très populaire. Donc il va hériter d'une certaine somme d'argent d'un oncle qui avait des champs, etc., qui va lui donner une certaine liberté. Et en plus, son père a fait les Hitlersjungen, jeunesse hitlérienne. Haider déclare une chose à propos de la Belgique, mais il a eu d'autres déclarations, tout ce qui s'est passé avec la pédophilie en Belgique. Il déclare: nous ne demandons pas la démission d'un gouvernement belge corrompu, qui gracie les violeurs d'enfants et qui s'oppose aux parents, qui descendent dans la rue parce qu'on redoute ce gouvernement qui conspire avec les criminels. Haider allait devenir très certainement chancelier en Autriche. Il avait été nommé gouverneur donc, de Carinthie, qui était un des 9 États, un des 9 Länder d'Autriche, mais élu au premier tour, quoi, je veux dire, avec, je sais pas parce que je ne vais pas relever les chiffres, mais vraiment populaire. En Autriche, j'ai discuté avec des gens, et pas un seul, des gens qui se foutent de la politique, mais complètement. Quand ils ont vu Haider, ils ont dit, et j'ai même un pote qui était... qui ne s'intéressait pas du tout à la politique, etc. Il disait c'est un type qui avait un charisme incroyable. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi les gens ont du charisme? Parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Pourquoi vous avez des orateurs? Parce qu'ils croient en ce qu'ils disent. Un Hollande, toute cette clique politique ne peut pas être charismatique. Parce qu'elle sait très bien que quand elle parle, c'est pour raconter des mensonges. Et le charisme, c'est un truc qui se passe. Vous êtes charismatique parce que vous avez un truc. Et ce truc, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la vérité, c'est ça. Mussolini, quand il parle, pourquoi il est charismatique? Parce qu'il a l'amour du peuple. Puis parce que c'est un type, il est viril.
je fais une précision. Hein. Il y a des hommes politiques, je ne vais pas les nommer parce qu'on va... Mais des hommes politiques étaient très charismatiques et très populaires en Allemagne ou en Italie. Quand ils sortaient dans la rue, ils n'avaient pas besoin de garde du corps. Hein. Quand ils allaient voir leurs soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas besoin qu'on désarme les soldats avant. Hein. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Hein. Il y a des gens qui ont peur des balles perdues, des trucs comme ça, mais enfin bon. Mais des hommes politiques, chefs d'État, ils sortaient dans la rue sans garde du corps. Sans garde du corps. Cherchez. Et Haider, c'était pareil. D'ailleurs, quand il a été assassiné, il était seul dans sa bagnole. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une voyante qui lui avait dit faites attention, sortez accompagné. En tout cas, voilà la déclaration de Haider. Nous ne demandons pas la démission d'un gouvernement belge corrompu qui gracie les violeurs d'enfants et qui s'oppose aux parents qui descendent dans la rue parce qu'on redoute ce gouvernement qui conspire avec les criminels. Qu'est-ce qu'il aurait dit avec les attentats qu'il y a eu à Bruxelles? C'est là où on voit que ce système qui avance vers le nouvel ordre mondial ne peut qu'avancer que si effectivement il y a une clique politique qui partage les mêmes valeurs sataniques. Si ces gens-là ne sont pas tenus par certaines choses, par la franc-maçonnerie et par cette dévotion à Lucifer, ce pouvoir ne peut pas avancer. Ce pouvoir maléfique ne peut pas avancer. Parce que s'il y en a un qui l'ouvre, c'est foutu. Haider était l'ami de Saddam Hussein, qu'il avait visité en 2002, et de Kadhafi. D'ailleurs, il était ami très, très proche de Saïf Kadhafi, un des fils Kadhafi, qui était d'ailleurs une personne très intelligente et très raffinée. Donc effectivement, on a essayé de ternir. Il est passé aussi sur Al Jazeera, etc., où il a traité sur Al Jazeera Bush de criminel de guerre. Donc en 2008, nous sommes le 11 octobre 2008, Haider décède, il sort d'un café homosexuel, qu'on appelle le cabaret. Il roulait à 142 km/h, très important, alors que la vitesse était limitée à 70, je vais vous dire pourquoi. Et il était bourré, enfin il était sous, quoi. Donc en fait, ça fait 3 ingrédients: homo, chauffard, ivrogne. Pour un mec qui est extrêmement populaire en Autriche, et qui allait devenir chancelier, il fallait à tout prix casser le machin. Je vous ai dit que tout à l'heure, Lueger, quand il y a eu les élections du Reichsrat, il avait 1/5 des voix. Et c'était le pouvoir était entre les mains effectivement des financiers apatrides et des libéraux. Et là, l'Autriche ne pouvait pas se permettre, 100 ans après, qu'il y ait un Lueger bis qui revienne. Le ministre, qui est le premier ministre, qui est à Feynman en Autriche, qui est une buse finie, en 2008, il aurait perdu ses élections s'il y avait Haider. La mort de Haider a permis effectivement que cette clique de pantins sans talent puisse continuer. Donc on a cassé cette réputation. Pourquoi je dis que cette histoire de 142 km/h, c'est très important? Parce qu'il y a des bruits d'autopsie de grands journaux allemands et qui ont été repris dans ce livre. C'est un journaliste de gauche, Wisniewski, ancien journaliste, enfin, il était même anciennement d'extrême gauche. Il a fait un très bon livre, ils sont deux. Il y a lui et Guido Grant. Guido Grant, il dit que c'est la franc-maçonnerie qui est derrière l'assassinat. Et Wisniewski, donc, dit que c'est un assassinat aussi. Et il démontre effectivement que l'accident ne tient pas la route. C'est-à-dire que la voiture fait plusieurs tonneaux, alors qu'en fait, il n'y a aucune... le toit n'est absolument pas abîmé. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont choquants. Et pourquoi c'est intéressant, l'histoire des 142 km/h? Parce que vous avez un conseiller dans le Land de Carinthie, donc où était Haider, qui un jour dit, parce qu'il réagit par rapport, témoigne de l'expérience qu'il a eue, il dit qu'il doit aller visiter un ami, enfin, qui est décédé dans un cimetière. Et tout d'un coup, sa voiture se met à accélérer. C'est-à-dire qu'en fait, je me souviens de l'histoire qu'il raconte,
Il a son portable, c'est un dimanche, et il est étonné parce qu'il reçoit le dimanche un coup de fil du bureau. Ben, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il va pas rester dans le téléphone, donc il décroche, et au moment où il décroche, la voiture s'accélère, il perd le contrôle, il n'y a plus de frein, etc. L'histoire des 142 km/h, Haider bourré, etc., alors qu'il buvait jamais, et tout le monde le dit. Même le gars qui l'a vu, le patron du cabaret, enfin le café Homo, a dit non, il n'a pas picolé. Quoi. Il n'a pas picolé. Quoi. Et vous avez des témoignages que raconte Wisniewski par rapport aux gens de la famille qui disent que l'autopsie, on n'a pas voulu faire de seconde autopsie, c'est la ministre de la Justice qui a refusé, alors que Petzner, dont on parlait, disait que c'est une honte puisque l'enquête n'a absolument pas été faite, hein, elle a été négligée. Wisniewski dit qu'on retrouve du sang, de l'alcool dans le sang de Haider, mais pas dans l'estomac. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui se sont occupés entre-temps de lui faire ce qu'il fallait pour... et l'histoire des 142 km/h, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous ramène aussi à l'assassinat de Lady Di, où vous voyez le conducteur à la sortie du Ritz qui est tout à fait sobre, alors qu'on dit qu'il était complètement saoul. Il est complètement sobre et en plus il ne buvait pas. Et du Ritz au pont de l'Alma, vous avez une flopée de radars, il n'y en a aucun qui s'est déclenché. Mais il n'empêche que la voiture, au dernier moment, elle a heurté un des poteaux donc du pont, ou je ne sais quoi, hein, à pleine vitesse. Et ça ressemble parfaitement à cette histoire des 142 km/h et à l'histoire aussi du conseiller de Haider, dont la voiture a accéléré subitement, sans frein, etc. Et le type même dit j'ai failli perdre la vie, je ne comprenais plus rien, je m'en suis sorti miraculeusement. J'avais plus le contrôle de mon véhicule. Il y a aussi, c'est ce que raconte Wisniewski, les personnes qui s'intéressent, qui ne croient pas à la version de l'accident, recueillent effectivement, font des enquêtes pour voir si c'est un assassinat. Et ces personnes reçoivent des menaces. C'est Guido Grant qui a écrit donc un livre en allemand qui s'appelle Le livre noir de la franc-maçonnerie, sur tous les crimes de la franc-maçonnerie, qui raconte des signes qui prêtent aux francs-maçons lorsqu'il y a un des leurs qui trahit. Donc il relève une branche de Thuya, je sais pas alors qu'il n'y a pas du tout de Thuya à cet endroit-là. Chose tout à fait intéressante en tout cas, je prends ce cas-là, mais c'est pas celui que j'aurais retenu le plus. Il parle aussi du camion de pompiers qui est immatriculé 72 et 666. Pourquoi pas? En tout cas, c'est intéressant comme signe aussi, parce que les francs-maçons, d'après ce que j'ai pu lire, lorsqu'il y a une vengeance ou un crime, ils laissent des signes pour que ce soit décodé pour des francs-maçons qui seraient tentés de trahir. Donc, les deux auteurs parlent d'une pierre qui était derrière le fauteuil du conducteur. Et ça ressemble effectivement à l'assassinat, c'est ce qu'ils disent, hein, qui est effectué sur ce banquier italien, membre du Grand Orient, Roberto Calvi, donc en juin 1982, qui meurt à Londres, qui est pendu, où on retrouve 5 kg de pierre dans ses poches. Donc ça serait pour appuyer cette histoire de crime qui aurait été commandité par la franc-maçonnerie d'après ces auteurs-là. Il y a aussi un cas, et ça vous l'avez sur internet, c'est très intéressant, sur la date de mort qui est sur son cercueil. Il y a une erreur. Donc vous avez la date de naissance, le 26/01/1950, ça c'est ok. Mais pour la date de mort, vous avez des photos qui montrent très clairement, on a doublé le mois. C'est-à-dire vous avez 11 pour le jour, 10 pour le mois, encore 10 et 2008. Alors quand vous faites la somme, c'est ce qu'ils font, hein, de la naissance, du jour, du mois et de l'année de naissance, on tombe sur 6.
Et en rajoutant ce 10, on tombe sur 5, ce qui ferait 11, qui est le chiffre, un des chiffres préférés de Crowley, de la franc-maçonnerie, qui est le chiffre de la dualité, etc. En tout cas, il y a Guido Grant qui a téléphoné au responsable des pompes funèbres à Klagenfurt pour savoir d'où venait l'erreur. On n'a jamais voulu lui répondre, le gars était en vacances, etc. etc. Enfin bon. Je me permets de prendre quelques signes. Il y en aurait des dizaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que la franc-maçonnerie, d'après les interprétations de plusieurs écrivains, comme Henri Makov ou autres, qui sont des gens tout à fait autorisés, parle effectivement de crimes maçons. Notamment un des plus importants, c'est celui de Jack l'Éventreur, qu'on a mis sur le dos des Juifs. C'est toujours le même principe. Quand les Illuminati se sentent démasqués, ils font porter le chapeau aux Juifs. Et là, vous avez, c'est tout à fait raconté par Makov ou d'autres, qui racontent que par exemple, Jack l'Éventreur, c'était William Gould, le médecin personnel de la reine d'Angleterre, Victoria, et qu'il était assisté donc du premier ministre Winston, non, du père du premier ministre Winston Churchill, qu'on connaît bien, mais son père qui était franc-maçon, Lord Randolph Spencer Churchill, qui aurait participé effectivement à cette histoire de Jack l'Éventreur. Et le rituel de Jack l'Éventreur est intéressant parce que les prostituées, on leur ouvre le ventre et on leur jette les tripes par-dessus l'épaule. Et vous avez un écrivain allemand qui est franc-maçon en 1920 dans Amerikanische Freimaurerlogen und deren Geheimnisse, donc les loges maçonniques américaines et leurs secrets. En 1920, ce franc-maçon écrit: si le serment n'est pas tenu, le côté gauche de ma poitrine doit être ouvert et déchiré, et mon cœur et mes tripes doivent être arrachés et jetés au-dessus de mon épaule. Donc on est en plein dans l'histoire de Jack l'Éventreur. Et c'est intéressant parce que vous avez une femme qui aurait pu être Premier ministre en Suède, qui était très populaire, qui est décédée parce qu'elle a été attaquée dans un magasin de Stockholm le 11 septembre 2003. Elle a été tuée par un gars, et d'une manière tout à fait précise, on a ouvert son ventre et on lui a arraché les tripes. Et c'était une femme qui s'opposait à la politique d'Israël, qui dénonçait les ventes d'armes, etc., etc., etc. Et Haider, c'était la même chose. Haider, quand il est mort, il a eu son bras gauche qui était arraché. Je précise une chose, c'est qu'elle a fait Tonne, la voiture qu'il conduisait, une voiture complètement indestructible. Haider est un ennemi de la franc-maçonnerie. Il a par exemple déclaré en septembre 2008 « Les francs-maçons, il y en a assez en Autriche, il y en a même jusqu'au gouvernement ». À l'heure actuelle, le successeur de Haider, c'est Stadler. C'est un gars qui est proche de la fraternité Saint-Pie-X. Il dénonce les francs-maçons comme c'est pas permis, c'est le seul. Le Pen n'a jamais fait ça. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il faut pas comparer. Vous avez par exemple des nationalistes, ça c'est assez intéressant, celui qui est un anti-musulman primaire en Suisse, Christoph Blorer, qui est soi-disant un nationaliste, qui va dans les cercles du Bilderberg. Il a été invité au moins 2 fois. À Radio Courtoisie, on fait des panégyrides de Blorer et de son second, parce qu'il avait fait effectivement un référendum contre les minarets. Le type, il va dans il est invité au Bilderberg. Il faut savoir que le Bilderberg, quand ils font leur réunion, plusieurs mois avant, là où ils doivent être logés, on change les femmes de ménage en hôtel. Hein. Et on ne veut pas savoir qui y va. C'est quand même intéressant de voir que vous avez un nationaliste anti-musulman qui va au Bilderberg. Haider était pro-arabe. Hein. Quand il est mort, vous avez des chaînes arabes qui sont venues, qui ont dit c'est un homme, et c'est un ami des... c'est un ami du peuple arabe. Moi, c'est ce qui me plaisait aussi beaucoup. Parce que j'aime bien les nationalistes qui sont pro-arabes. C'est un défaut que j'ai ou une qualité. Enfin bon, voilà. Vous avez aussi le député qui était ami de Haider, Karl-Heinz Klemann, qui a déclaré que les responsables de tout ça, c'était le Mossad. Il y a Wisniewski, donc, qui est un ancien de l'extrême gauche,
qui remarque que la voiture de Haider est détruite exactement de la même manière que la voiture de Alfred Herrhausen, qui est le président de la Deutsche Bank, membre du Bilderberg, et sa voiture s'est fait exploser en 1989. On a accusé effectivement les brigades armées rouges. On sait très bien que les brigades armées rouges sont complètement infiltrées, et les brigades armées rouges, d'après Wijnewski, étaient complètement innocentes de ce crime-là. On leur a fait porter le chapeau. C'est assez courant, vous savez. Il y a des attentats, et puis c'est d'autres que les coupables qui portent le chapeau. À l'heure actuelle, c'est les musulmans. Quand il y a des attentats, on dit c'est les musulmans. Le mec qui crie Allah Akbar, etc., c'est les musulmans. Non, mais il faut le dire, il faut être lourd là-dessus, parce que moi, personnellement, j'y crois pas. Pour la politique de Haider, aux élections d'octobre 1999, le FPE avait obtenu 27%, le parti de Haider, 33% pour le Parti socialiste. Et Haider donc avait laissé la place à d'autres, mais son parti avait été donc celui qui avait dirigé l'Autriche avec le VP, c'était le parti de droite, on va dire. Ils avaient fait une coalition. Et c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Autriche était dirigée par un autre mouvement qu'on accusait d'extrême droite, mais qui ne l'était pas, mais un autre mouvement que le Parti socialiste ou la droite normale, comme avec Lueger. En 2008, la même chose se produit. Le FPE, en 2006, je vais faire une comparaison par rapport à 2006 et 2008, très sobre pour ne pas être ennuyeux. Mais en 2006, par exemple, le parti de Haider qu'il avait quitté, mais qui existe encore, 2006-2008. Le FPE passe de 11% à 18% quasiment. Et le BZE, qui est le parti de Haider, passe de 4% à 11%. Haider était juste avant considéré comme mort politiquement, et il crée son parti, il arrive à 11%. Qu'est-ce qui se passe? Le parti de droite est à 26%. Ces trois partis ensemble sont à 55%. Qu'est-ce qui se passe? Haider va rencontrer son homologue et ancien compagnon de route, on va dire au FPE. Ils ont une discussion au vu de ces résultats, pour dire voilà, il va y avoir des élections bientôt en Autriche, des élections législatives, il prévoyait pour les prochaines élections. Et Haider avait dit, parce qu'on lui a posé la question après, qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez discuté, etc. On a discuté de qui serait le prochain, si les élections le permettent, mais tout montrait que ça allait le permettre. Haider avait dit, voilà, moi je me porte candidat pour être Premier ministre en Autriche. Vous imaginez un gars qui est pro-arabe, qui accuse le gouvernement belge de protéger les pédophiles, et qui a participé aussi à une émission de télé où il dit qu'il faut punir, qu'il faut faire une législation beaucoup plus dure pour punir les gens, enfin du moins les banquiers de fraude, etc., et qui dit que le pouvoir des banques est ruineux pour l'Europe, et qui parle de mafia bancaire. Et ce gars-là, en 2002, était sur les télévisions arabes avec Kadhafi et avec des gens très bien. Kadhafi et le président irakien, donc Saddam Hussein. Ce gars-là, dans un pays qui a financé toute la corruption possible de l'Europe de l'Est, ne pouvait pas passer. Ne pouvait pas passer. Donc, Haider aussi avait un autre projet. Il avait recueilli suffisamment de signatures, il avait recueilli 15 000 signatures pour faire un référendum au sein de l'Union européenne pour sortir l'Autriche de l'Europe, mais d'une manière réglementaire. Et si l'Autriche sortait de l'Europe, il est certain que la population allemande allait demander la même chose. Ce qu'on constate effectivement, c'est que la mort de Haider permet la survie du système gauche-droite qui existait en Autriche donc depuis la Seconde Guerre mondiale, comme je vous le disais.
Wisniewski emploie l'expression de, quand il parle d'Haider, il dit qu'il était un coup de poignard dans la matrice de l'Union européenne. Et dans ce système-là, donc de cette Autriche des banquiers, vous aviez un homme qui était un ministre du Travail, qui est mort d'une étrange mort en 1989, donc en Autriche, Alfred Dallinger. Il prônait les 35 heures. Il prenait aussi de faire travailler les prisonniers pour qu'ils aient des retraites, etc. etc. C'est-à-dire qu'il avait une vision sociale très avancée et il est mort mystérieusement dans un accident d'avion. Haider, c'était la même chose. Il avait un projet social très avancé pour l'Autriche, etc. C'était quelque chose d'inouï, quoi. Hein. Anticorruption, comme Lueger. Voilà. Donc voilà qui sont ces deux hommes, Lueger et Haider, pour moi, qui sont deux anti-francs-maçons. Lueger, il est fort possible que Haider ait été franc-maçon. Mais en tout cas, il a trahi la franc-maçonnerie, ça c'est clair. Puisqu'il s'est opposé, il les a dénoncés. Il a dénoncé le pouvoir des banquiers comme un pouvoir de mafieux. Et c'est exactement, on retrouve avec ces hommes-là des populistes. À l'heure actuelle, vous avez exactement la même chose qu'il y a avec Lueger, c'est-à-dire des gens qui ont la nostalgie réellement de Haider. Et c'est pas près de s'éteindre, puisque les hommes politiques qu'il y a ne donnent pas du tout envie. Hein. Ne donnent pas du tout envie. Mais ce qui est quand même incroyable, en conclusion, c'est de voir un homme comme Lueger, qu'on ne peut pas traiter de nazi ou je ne sais quoi, parce que c'était avant Hitler, mais qu'on traite de tout ce qu'on veut, mais de tout ce qu'on veut, qui est le plus haï de la classe politique, qui est le plus aimé des Viennois. C'est lui quand même qui rend les quartiers ouvriers vivables en amenant de l'eau potable, en créant des espaces verts, qui crée des bourses pour des étudiants, qui refuse des soins pour lui, qui refuse la moitié de son salaire. On est dans un autre monde, voire dans une autre planète. Je vous remercie pour votre attention. Je suis en train d'emballer avec. Voilà. Donc si ça vous intéresse, celui-là. Vous avez bien? Oui, je vais prendre celui-là. C'est ça? Oui, oui. Celui-là, il faut voir si c'est là. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Moi, je vais celui-là parce que